Bonjour à tous. Une fois le déconfinement terminé, il faudra peut-être imaginer comment va se passer la rentrée en septembre d'un point de vue pédagogique. Prenons peut-être l'hypothèse très pessimiste que, vu les mesures de distanciation, les élèves doivent rentrer un jour sur deux à l'école. Dans cette hypothèse, très clairement, il faut programmer un enseignement à distance. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait pendant la période de confinement. Les élèves ont reçu des tâches à effectuer, des anciennes matières, puis des nouvelles matières. Et puis, dès le retour à l'école, le professeur a consacré tout son temps à vérifier les tâches, réexpliquer, répondre aux questions. En réalité, on est dans un processus de classe inversée ou de pédagogie inversée, dans l'idée, mais pas tout à fait dans toute son efficacité. Ceci mérite donc quelques rappels et explications. Rappelons donc ce qu'est la pédagogie inversée. De façon assez traditionnelle, il n'y a pas encore si longtemps, en présence du professeur, donc en classe, on écoute ce qu'explique le professeur et à la maison, on doit mémoriser et étudier la théorie. À l'école, on corrige, on recopie ce qu'il y a au tableau, tandis qu'à la maison, le professeur demande de faire des exercices pour voir si on a bien compris la matière. En classe, les élèves posent des questions, le professeur y répond. À la maison, au final, l'élève, devant sa matière, doit essayer de la comprendre. En classe, on montre des documents, des vidéos, etc. Tandis qu'à la maison, on demande aux élèves de faire des recherches, d'exploiter des documents montrés en classe. Vous voyez que l'on progresse de plus en plus vers une pédagogie active. C'est la raison pour laquelle en classe, on fait des activités diverses pour construire les savoirs et développer les compétences, comme gérer une situation problème, émettre des hypothèses, élaborer un projet. C'est aussi ce que l'on fait ou on peut faire en partie à la maison. Or, si on réfléchit bien en termes d'efficacité, on pourrait dire qu'actuellement, ce que l'on fait en présence du professeur ne nécessite pas absolument la présence du professeur, sauf pour le cinquième point, tout ce qui est activité pour construire les savoirs et développer les compétences. Et par contre, tout ce que l'on fait maintenant à la maison nécessiterait justement la présence du professeur. C'est pourquoi la pédagogie inversée préconise d'inverser le processus, c'est-à-dire d'envisager que tout ce qui est fait en classe pourrait être fait à la maison de façon anticipative et avant de venir en classe. Et tout ce qui est fait à la maison devrait plutôt être fait en présence du professeur, car sa présence est nettement plus nécessaire, voire indispensable, vu les activités envisagées. Par exemple, le professeur a une plus-value pour apprendre à mémoriser, faire des exercices plus ou moins complexes, comprendre, veiller à ce que l'élève acquiert des outils et des compétences dans tout ce qui est recherche, ainsi de suite. En classe, le professeur veille à ce que les élèves soient en activité, si possible en groupe. Mais là aussi se pose le problème de la distanciation, on y reviendra. Voici donc ce que l'on obtient si on inverse le processus. Vous allez me dire, mais comment l'élève va-t-il pouvoir assumer tout cela à la maison? Vous avez raison, mais en même temps, des outils numériques ont été développés pour pallier ce processus. Aussi, le processus induit des avantages comme les élèves sont actifs, ils travaillent à leur propre rythme à la maison, et au total, il y a un gain de temps, le temps consacré en classe étant complètement consacré au soutien de l'élève dans ses apprentissages. Mais au vu des circonstances actuelles, justement, la question que l'on va se poser est la suivante. En tant qu'enseignants, aurons-nous suffisamment de temps pour assumer tout cela en classe? Donc la gestion du temps est cruciale, que ce soit pour l'élève ou le professeur, vu les mesures de distanciation et d'hygiène et la présence diminuée de l'élève à l'école. Il y a différents éléments qui feront que le temps passé à l'école avec l'élève devra être le mieux mis à profit. Il y a peut-être le fait que simplement l'élève passera moins de temps à l'école, viendra moins souvent. Ensuite, du temps devra être mis à profit pour les mesures d'hygiène, le lavage des mains, les mesures de distanciation, donc les rentrées en classe, l'organisation des récréations, etc. Donc tout ce qui peut être fait à la maison doit être encouragé. Et ce qui se passera à l'école, c'est uniquement lorsque la présence du professeur est indispensable. Dans le même ordre d'idées, l'accent devrait être mis sur le développement des compétences, l'apprentissage des outils, plutôt que le développement des savoirs. En effet, les savoirs peuvent être appris par les élèves eux-mêmes s'ils ont les bons outils. Donc apprendre aux élèves comment exploiter des ressources, comment faire des recherches, me semble plus important que de leur transmettre du savoir.
En même temps, si je peux dire, il faudra aller à l'essentiel, peut-être jusqu'à revoir la grille des cours, la grille horaire, les programmes pédagogiques. Voyons maintenant comment imaginer une gestion optimale du temps vu ces circonstances. On a donc tout intérêt à déplacer tout ce qui peut l'être vers la maison. En fait, l'idée, c'est que tout ce qui est tâche simple puisse se faire à la maison et les tâches plus complexes restent en classe. Une tâche simple peut être de répondre à un questionnaire, une tâche complexe peut être de finaliser une traduction pour la rendre compréhensible, par exemple. Ce qui est important, c'est de bien comprendre le processus pour qu'il soit rendu le plus efficace possible. On ne peut pas imaginer de donner uniquement de la matière, de la théorie à l'élève à la maison, et puis en classe de vérifier simplement s'il a bien compris. Il y a une étape très importante avant d'entrer en classe, c'est que l'enseignant s'assure que l'élève a bien fait son travail, a bien compris ou a augmenté son degré de compréhension. Sinon, il faut tout réexpliquer en classe, on perd du temps et on tourne en rond. Voici donc le processus de classe inversée tel qu'on se l'imaginait il y a un certain temps. Théorie à la maison, avec éventuellement une tâche, puis exercice en présence du professeur. Maintenant, c'est essentiel, aussi pour gagner en temps et en efficacité, que le professeur puisse se rendre compte du travail fait à la maison par l'élève et vérifier le travail et même si nécessaire interagir avec l'élève. A-t-il fait sa tâche? Comment a-t-il réalisé sa tâche? L'élève a-t-il compris la consigne, la matière, la tâche demandée? Pour vérifier la compréhension, l'élève peut compléter un questionnaire interactif et autocorriger par exemple. Et donc pour gagner en efficacité et pour permettre au professeur d'organiser son activité en classe sans perdre de temps, il faut qu'il fasse ses vérifications et plus encore entrer en contact avec l'élève pour lui permettre d'augmenter son degré de compréhension avant de revenir en classe. Cela peut se faire par message interposé, vidéoconférence individuelle et pourquoi pas en groupe si le problème de compréhension se localise sur un groupe. Vous voyez donc que les solutions numériques ont toute leur importance dans ce processus. L'expérience de ces dernières semaines nous a montré à quel point il est très important de soutenir nos élèves dans un tel processus à la maison. Au final, on ne peut pas demander aux parents d'assurer ce suivi à la maison, c'est plutôt aux enseignants à le faire. Les difficultés des élèves, à mon sens, sont de trois types: la motivation, l'autonomie, l'organisation et la planification. Voyons voir les solutions qui pourraient être mises en avant dans le processus pédagogique. Voici donc les trois grandes difficultés des élèves à la maison qui sont de réels enjeux pour nous, pour soutenir l'élève. Pour motiver l'élève, voici à mon sens quelques points d'attention. D'abord, il faut prévoir, comme on le disait, des tâches simples qui sont parfaitement accessibles pour l'élève. Quoi de plus démotivant qu'une tâche complexe si on n'est pas aidé? Ensuite, il faut permettre à l'élève de s'auto-évaluer. C'est motivant de voir que l'on comprend et un questionnaire en ligne, interactif et autocorrigé, peut soit rassurer l'élève parce qu'il a bien compris ou permettre à l'élève de comprendre son erreur si le questionnaire envisage justement une explication en cas d'erreur. Ensuite, un échéancier a toute son importance. Les élèves ont besoin de dates butoirs pour la rentrée des travaux. Ce qu'il me semble aussi important en termes de motivation, c'est la diversité des tâches à demander et des sujets abordés. Il ne faut en effet jamais oublier que c'est ce qui a du sens et de l'intérêt qui motivera le plus l'élève et que diversifier et surprendre sont des ingrédients aussi pour y parvenir. Ce qui est aussi motivant est aussi l'activité de groupe. Avec les technologies actuelles, on peut les envisager en ligne. C'est motivant, vu notamment le caractère social de l'activité. Je pense aussi que dans le processus, une présence du professeur, même virtuelle, peut être motivante pour soutenir, relancer l'élève, l'activité. De même, dans l'organisation future, pourquoi ne pas envisager un coach personnel, par exemple, par groupe d'élèves, qui assurerait le suivi des élèves dans l'ensemble de ces tâches, en pensant plus particulièrement aux élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, pour lesquels un coach individuel serait le plus approprié. Voilà donc pour ce qui est de la motivation. Concernant son autonomie, l'élève doit être soutenu très certainement par un plan de travail. Un plan de travail, c'est comme une feuille de route qui reprend ce qu'il faut faire, pour quand, et quand il a fini une tâche ou un apprentissage, il peut passer à la suivante ou au suivant.
C'est un peu ce que l'on retrouve dans la pédagogie par contrat. L'élève peut avancer à son propre rythme au fur et à mesure de ses apprentissages. Ensuite, vous l'aurez compris, il doit, comme nous en tant qu'enseignants, disposer d'un outil numérique adapté. Il existe beaucoup de solutions numériques. Je ne m'y connais pas vraiment, mais l'idée est que je m'y intéresse de plus en plus. L'outil, en tout cas, doit être certainement facile, adaptable à la pédagogie de chacun et comporter toute une série de fonctions numériques que je tâcherai d'énumérer de façon non exhaustive un peu plus loin. Qui dit numérique dit formation, aussi bien pour l'élève, c'est une priorité me semble-t-il, que l'enseignant. Ces dernières années, j'ai pu observer la difficulté de certains élèves de s'approprier les outils numériques et surtout dans leur logique. Pour accroître l'autonomie, c'est peut-être contradictoire, mais je pense qu'un coach est aussi nécessaire. Sur le plan numérique, ce sont les autorités qui doivent maintenant, il n'y a plus de choix possible, procéder à l'équipement de toute la population étudiante. Voilà donc pour l'autonomie. Maintenant, pour l'organisation et la planification, ce n'est pas compliqué. En gros, on doit envisager la même chose que pour l'autonomie, car plus on est autonome, plus on est capable de s'organiser, de planifier et inversement. Enfin, dans tout ce qui sera proposé à l'élève, il faudrait arriver à un savant équilibre entre des activités motivantes, c'est très important, et les activités cognitives. C'est peut-être une des clés pour rendre les apprentissages plus efficaces. On voit donc l'importance du numérique dans ce processus. Mais à côté de cela, il faut garder ce côté humain, être le plus proche possible de son élève et essayer d'avoir une certaine individualisation de son enseignement. Dans la présentation qui suit, j'ai fait une liste non exhaustive des fonctions numériques que devrait comporter la solution informatique. Il existe des tas de logiciels performants sur le marché, mais ici je n'en parle pas, je n'en fais pas état parce que je ne suis pas bien informé à ce sujet. Par contre, si vous avez des suggestions, des remarques, des conseils à propos justement de ces logiciels ou à propos de l'évolution de la pédagogie, donc celle dont on parle là maintenant, n'hésitez pas à m'en faire part. Voici donc la liste. Mettez la vidéo sur pause pour pouvoir en prendre connaissance. Dans un processus tel que celui-ci, il me semble important d'avoir un engagement de l'élève et qu'il puisse s'y retrouver facilement. C'est pourquoi la formation à l'outil est importante, la diversité des approches est aussi importante et les outils eux-mêmes sont importants. Je pense aussi qu'il faut aller à l'essentiel et ne pas tourner autour du pot. Si un savoir ou une compétence est acquise, inutile de refaire encore des exercices pour encore le confirmer. Et puis je me répète peut-être, mais il me semble que ce qui est important, c'est que les élèves apprennent comment faire pour acquérir les savoirs et non pas apprendre purement les savoirs. Enfin, je parlais d'engagement de l'élève, mais je pense aussi que l'école et les enseignants doivent s'engager également dans la voie du changement. Et donc tout ceci devrait s'inscrire dans les programmes scolaires, dans le programme d'établissement et primer également dans le pacte d'excellence. Au final, cette vidéo avait pour vocation, d'abord pour moi, pour mettre un petit peu de l'ordre dans mes idées, mais également l'idée de susciter des interrogations chez les enseignants et préparer également la rentrée en septembre. L'hypothèse de départ où les élèves rentreraient un jour sur deux à l'école est peut-être et plus que probablement pessimiste, je ne sais pas, nous allons le voir. Mais en même temps, je me dis que, comme pour beaucoup d'entre nous, c'est l'occasion peut-être de changer nos pratiques d'un point de vue pédagogique. C'est justement peut-être l'occasion de mettre ces pratiques pédagogiques en adéquation avec l'évolution de la société, avec l'évolution de la technologie et également avec les nouveaux besoins de nos élèves. Donc c'est le moment du changement, vous ne pensez pas ? Mais maintenant, il y a plein de questions qui me restent. Par exemple, comment envisager les tâches simples et les tâches complexes? Comment envisager une pédagogie active de groupe vu les mesures de distanciation? Comment envisager un plan de travail motivant pour mes élèves? Mais plus encore, ce qui est très important aussi, c'est d'envisager les choses pour les élèves les plus fragiles. Et vous, avez-vous réponse à toutes ces questions? Comment envisageriez-vous, par exemple, d'aller à l'essentiel? Allez-vous changer votre enseignement plutôt que de l'adapter aux nouvelles circonstances? Et puis, comment allez-vous envisager la rentrée en septembre? Voilà, j'en ai terminé. Merci et à très bientôt.